Bonjour, bienvenue au Salon du livre de Trois-Rivières. Mon nom est Marc Nolin et je m'entretiens aujourd'hui avec M. Jacques Helmans, auteur de Les Éditions Marabout, Bob Moran et Le Québec, paru chez Septentrion en 2019. Bonjour, M. Helmans. Au nom du Salon du livre de Trois-Rivières, bienvenue. Vous êtes bibliothécaire. Bonjour. Oui. Vous êtes bibliothécaire à l'Université de Bruxelles et spécialiste de l'histoire du livre et de l'édition. Vous êtes actif dans le domaine de la coopération bibliothéconomique internationale et également collaborateur scientifique au Centre d'études nord-américain et au Centre de l'édition et de l'imprimé contemporaine. Enfin, vous agissez à titre de commissaire de l'exposition sur Bob Moran, qui a lieu actuellement à la librairie Poirier à Shawinigan, et ce jusqu'au 31 mars. Exposition que j'ai visitée et que j'ai eu beaucoup de plaisir à renouer. J'ai renoué avec beaucoup de plaisir avec Bob Moran, Bill Ballantine, Miss Ylang Ylang et Le Cruel Ombre Jaune. Jacques Helmans, je suis très curieux de savoir ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement là, à la maison d'édition Marabout et à toute l'émergence de cette maison d'édition au Québec. Mais je dirais que c'est une longue histoire qui remonte à 2006. À cette époque, je préparais une exposition donc à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc à Montréal. J'étais commissaire d'une exposition sur les livres belges au 19e siècle. On ne savait pas en fait que les livres belges étaient déjà aussi populaires durant la première moitié du 19e siècle. Et il se fait que lors d'une conférence que je donnais à Alexandrie, j'ai rencontré un professeur de l'université Laval qui me disait connaître la veuve du diffuseur Marabout au Québec, et il me demandait si ça m'intéressait de la rencontrer. Je lui ai dit, mais évidemment, puisque pour moi, c'est tout à fait la droite ligne depuis ces livres de poche au 19e siècle, donc des livres que l'on appelait les contrefaçons belges. D'ailleurs, mon exposition s'intitulait Autant le livre français était belge. Eh bien, je dirais qu'une centaine d'années plus tard, Marabout allait arriver au Québec et donc j'ai pris plaisir à rencontrer Madame Kazan. Bien. Et c'est ça. Marabout, bon, ce sont des livres de poche au départ. Et qu'est-ce qui explique le succès de Marabout? Comment que ça se fait? Comment que Marabout s'est sorti par rapport à d'autres concurrents? Qu'est-ce qui a fait son originalité? Mais je dirais qu'au début, Marabout n'avait aucun concurrent. Marabout est effectivement la première collection de livres de poche francophones, bien avant le livre de poche, puisque les éditeurs français avaient même un certain dédain pour ces petits livres. Vous vous souvenez certainement que les livres français sont à l'époque souvent un peu comme aujourd'hui encore les fameux livres Gallimard. C'est une couverture terne, donc où on voit un titre, un auteur sans plus. Ce qui a imposé Marabout, c'est effectivement chercher un nouveau public. Après la guerre, on a un public lisant de plus en plus important et il y aura aussi l'intérêt de l'image. Donc directement Marabout, donc Marabout Collection, va vouloir attirer le chaland en ne vendant pas ses livres uniquement dans les librairies où certaines personnes avaient peut-être peur de rentrer. Tout ouvrier n'ose peut-être pas aller dans un lieu de culture au début des années 50. Aller mettre un livre sur un tourniquet dans un endroit comme un supermarché, effectivement, ça va donner le goût de la lecture, la soif de lire. Et c'est ce qui manquait à tous ces autres concurrents qui se sont aperçus effectivement qu'il y avait une faille à combler et qui ne vont arriver qu'à partir de 1953. C'est ça. Marabout, c'est ça, a innové beaucoup. Je lisais dans votre livre que toute l'idée des couvertures couleurs avec des illustrations de qualité, le plast print, peut-être que vous pourrez nous expliquer un peu c'est quoi le plast print. Donc, le petit prix, hein, c'est ça, vous le disiez, oui. Le prix qui était très accessible, mais aussi la quatrième de couverture. Vous dites que la quatrième de couverture est apparue avec Marabout.
Pouvez-vous nous en dire Oui. davantage? Oui. Mais donc, effectivement, donc, après-guerre, on aura eh bien, ces livres qui seront plastifiés. Le fait de légèrement plastifier ces couvertures, eh bien, finalement, ce sont des livres que l'on peut presque laver lorsque cette couverture sera salie. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez fondamental. Le prix, bien évidemment, et cette fameuse quatrième de couverture, ça veut dire quoi? Je prends un livre en main, je suis d'abord attiré par le titre, par le sujet, par les couleurs de cette couverture. Je le retourne, je veux en savoir plus. Qui est l'auteur? En une dizaine de lignes, j'ai un résumé du roman. Et tout ça, effectivement, c'était quelque chose qui n'existait pas dans tous ces livres qui ont précédé Marabout. Alors, effectivement, Marabout n'est pas le premier, disons, éditeur disons, de livres de poche, puisque c'est l'influence anglo-saxonne qui est derrière. Donc, les fameux Penguin Books, les fameux Bantam Books. Mais au niveau de la francophonie, c'est effectivement la première maison d'édition, et c'est la raison pour laquelle elle va conquérir toute la francophonie, dont le Québec, dont nous allons parler prochainement. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je disais que le premier grand succès de Marabout, ça a été, je trouve ça intéressant de le rappeler, ça a été comme comment soigner et éduquer son enfant, du célèbre Dr. Spock. Dr. Spock, on en a parlé beaucoup dans les années 60-70. Tout le monde en parlait. Hein, c'était comme le maître à penser au niveau de l'éducation des enfants. Et c'est ça, j'apprenais que c'est Marabout, du côté francophone, qui avait eu en tout cas, l'opportunité de diffuser ce livre-là. Donc, ça a été un très grand succès. Il y a eu aussi les collections Flash, de souvenirs, les petits livres Flash. C'est l'ancêtre, dans le fond, de nos guides qu'on a aujourd'hui, la lecture pour les nuls ou bien la machine à écrire pour les nuls. C'était les Marabout Flash qui ont été quand même une série à succès chez Marabout. Oui, bien, le gros succès, bien effectivement, après les fameux romans donc, qui commencent dès 1949, eh bien, on aura, quelques années plus tard, on aura la série Marabout Service. Donc, effectivement, c'est une panoplie de livres de poche, comme on l'a dit, dans la veine des romans, la veine jeunesse, la veine service, la veine universitaire, le Marabout Service. Eh bien, figurez-vous, ce fameux Spock sera tiré finalement à plus de 1 200 000 exemplaires. Donc tous les foyers à cette époque-là, je crois, avaient leur fameux Spock. Je crois que tous les enfants ont été biberonnés au Spock grâce à Marabout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ce sont des éditeurs petits au début. Donc les fameux petits Belges ont dû innover face aux grands éditeurs français. Donc, ils ont été à l'affût de tout ce qui se passait. Et ils ont été à l'affût, effectivement, de tout ce qui se passait, notamment aux États-Unis. Et ils s'inspiraient énormément des magazines éditoriaux américains et anglais. Et donc, s'apercevaient directement du succès de certains titres qu'ils pouvaient traduire. Et ainsi, donc, Spock a été traduit la première fois grâce à Marabout. Tantôt, vous parliez de M. Kazan, Dimitri Kazan, donc Kazanovitch, je crois, son nom d'origine. Bon, un diffuseur qui a réussi, c'est lui, dans le fond, qui a réussi à implanter Marabout au Québec. Contez-nous un petit peu son histoire à M. Kazan. Alors, Dimitri Kazanovitch, de son vrai nom, est slovène, mais c'est évidemment un Russe blanc qui a une vie aventureuse. On pourrait presque faire un film, un livre uniquement sur Dimitri Kazan, et presque un film, puisque depuis la Slovénie où il est né, il est parti avec ses parents en Algérie, puis à Bruxelles. Il a fait la résistance, il s'est caché dans les bois de Vincennes, si mes souvenirs sont bons. Il a accompagné la fameuse DB du général Leclerc jusqu'en Allemagne. Et
bon, on pourrait presque dire entre parenthèses, donc il était à cette époque-là reporter de guerre, et il a eh bien, rencontré votre futur ministre des Richesses naturelles, qui lui était reporter de guerre pour les GIs. C'est déjà assez incroyable, je crois que j'en parle dans le livre également. Et au sortir de la guerre, il revient ici à Bruxelles avec son épouse, donc parisienne. Il travaille quelques mois dans une maison d'édition ici à Bruxelles, mais de simples romans. Puis il décide d'immigrer vers le Canada, et finalement, il croit que vu son gabarit, parce qu'il est très grand, il est très imposant, eh bien, il croit que finalement, pour aller au Québec, il faut être bûcheron. Donc, il a tout à fait les qualités, mais l'agent d'immigration s'aperçoit qu'il a d'autres qualités. C'est également un dessinateur, puisqu'il a appris les arts graphiques. Et il lui dit, vous savez, vous ne devez pas être seulement bûcheron pour aller au Québec. Et finalement, eh bien, il décroche un contrat pour essayer, au départ, eh bien, de diffuser les éditions Marabout pour l'Amérique du Nord. Et donc, il va arriver en 51 à Québec. Et donc, une nouvelle aventure va naître grâce à notre Dimitri. Oui, c'est ça. Dans le fond, on peut résumer sa grande qualité. C'est un maître du marketing, c'est un maître des idées de promotion. Je disais qu'il il a vraiment réussi à utiliser l'ensemble des éléments de marketing qu'il y avait au Québec à ce moment-là, dans les médias, mais aussi dans les salons du livre, pour être capable d'imposer l'édition Marabout un peu partout. Oui, mais en fait, là, justement, ce qui est assez phénoménal, c'est une personne qui avait certainement beaucoup d'entre-gens, alors, il faut se dire, donc c'est quelqu'un qui, d'Europe, arrive en Amérique, doit directement comprendre la société, doit comprendre comment on fonctionne. Le clergé, à cette époque, avait une importance capitale qui ne l'avait un peu moins ici en Europe. Il va aussi comprendre comment diffuser les livres. En fait, quand on veut diffuser des livres, on doit essayer d'avoir des relais. Alors, et des relais, c'est faire de la publicité avec des personnes avec qui on se sent proche. Quel est le sport favori au Québec? C'est le hockey. Qu'est-ce que notre ami Dimitri va faire? Il va se dire, si j'ai un fer de lance ici qui peut faire la promotion pour moi des livres Marabout, j'aurai un certain succès. Et donc, finalement, c'est vrai qu'il va se rapprocher de Jean Béliveau. En Belgique, on se serait rapproché peut-être d'un grand cycliste comme Eddy Merckx, par exemple. Mais non, là, il s'aperçoit que qu'est-ce qui va être le ciment de son public? Ce sera le hockey. Et donc, effectivement, il va jouer sur tous les fronts pour lancer la collection Marabout. Et je peux dire que c'est quelqu'un qui a réussi. Et donc, par exemple, dès 52, à peine un an plus tard, il va faire comme ça une promotion à l'américaine, notamment dans la rue Saint-Jean à Québec, avec des décapotables où Monsieur Béliveau est dans une de ces belles américaines, et derrière, je dirais presque, on lance des marabouts à la foule. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ouais, c'est des milliers de livres qui avaient été diffusés, qui avaient été distribués. Oui. Tout à fait. Oui. Ah non, c'est toute une technique en tout cas de marketing intéressante. On va parler maintenant un peu de Bob Moran. Henri Verne, alias Charles Dewisme, publie le 16 décembre 1953 le premier Bob Moran, donc La Vallée infernale, que j'ai eu le bonheur de relire la semaine passée. Et honnêtement, je peux dire que ce livre-là n'a pas vieilli du tout. Il se lit très bien. J'ai même été très surpris de voir à quel point Henri Verne était respectueux des cultures étrangères. Il y a des papous cannibales dans ce livre-là.
Et pourtant, le personnage Bob Moran ne porte pas de jugement sur ça. Il respecte les différences. Puis, je pense qu'il faut les relire pour comprendre que Henri Verne est un auteur, en tout cas, qui est très respectueux des cultures étrangères. Donc, ça va être un succès immédiat chez Marabout, le Bob Moran. Le grand coup de maître de Kazan, ça a été quand même d'avoir invité Henri Verne au Québec. Pouvez-vous nous conter un petit peu là, cette belle visite là, qui a eu lieu je pense qu'il a atterri à Dorval, M. Verne, le 31 mars 1964. Oui, donc à quelques jours près, c'est presque un anniversaire. Là, hein, mais non, mais là, je crois que c'est quand même assez intéressant ce que vous dites. Donc, dans la collection Marabout Junior, eh bien, on va créer de toutes pièces un héros auquel tous les jeunes francophones, qu'ils soient en France, en Suisse, eh bien, peuvent penser et peuvent essayer de ressembler. En 63, André Gérard vient à Québec, à Montréal, dans différentes réunions, et Kazan lui dit, mais il faudrait absolument eh bien, que l'on puisse avoir une aventure de Bob Moran au Québec. Et finalement, eh bien, dans la discussion, eh bien, on se dit ce serait peut-être bien d'inviter Henri Verne comme invité extraordinaire au Salon du Livre de Montréal de 64. Et donc arrive notre Henri Verne et il va avoir, je dirais, pendant environ 15 jours, eh bien, un marathon de visites, puisqu'il va être accueilli comme une idole, comme une star américaine, on pourrait dire comme un rocker, d'abord à Ottawa, puis à Montréal, où il devait même être protégé par la police montée, tellement il y avait de jeunes qui avaient soif de l'écouter et de l'entendre, avant de venir donc à Québec, et surtout, avant, grâce à Hydro-Québec, enfin, qui ne s'appelait pas Hydro-Québec à l'époque, mais eh bien, de se rendre jusqu'à la Manique et s'inspirer de ces grands espaces pour imaginer une aventure. On peut dire que Kazan a été un petit peu comme presque un participant à l'œuvre d'Henri Verne parce qu'il a tout fait. Il a tout fait d'ailleurs pour amener Henri Verne à Manic 5, qui était, il faut le rappeler, hein, Manic 5 était le plus grand chantier dans le monde à ce moment-là. Donc, c'était assez imposant comme lieu. Et Henri Verne, amener Henri Verne là et lui susciter, en tout cas, lui amener des éléments pour qu'il puisse créer une œuvre qui se passerait au Québec. Moi, en tout cas, ce que je sentais, c'est que Kazan aurait pu être mis comme co-auteur du livre. Et Kazan visait quand même, à travers ça, à faire connaître le Québec à plus de 10 millions de francophones à travers, pas juste des francophones, mais des gens qui lisent Bob Moran, parce que Bob Moran était traduit dans plusieurs langues à ce moment-là. Donc, il y avait environ 10 millions de lecteurs. Et Kazan visait vraiment à faire connaître le Québec. Faire connaître le Québec, un peu comme l'Expo 67 le ferait ultérieurement. Oui, alors comme vous, effectivement, j'ai relu quelques marabouts juniors, donc quelques Bob Moran entre autres, et donc justement il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de relire sur le Mont-Royal à Montréal Terreur à la Manicouagan. Je l'ai lu d'une traite et effectivement, je me suis dit, mais c'est un très beau phrasé, c'est vraiment de la littérature que l'on pouvait mettre entre toutes les mains, même si à l'époque, eh bien, certaines personnes disaient qu'on ne pouvait pas lire Marabout, enfin qu'on ne pouvait pas lire Bob Moran. Donc véritablement, je trouve effectivement, comme vous qui êtes respectueux eh bien de tout, qu'il y a une très belle écriture. Et quand j'ai lu ce Terreur à la Manicouagan, moi qui connaissais très bien son voyage initiatique en 64, donc en avril 64, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il parle de son vécu qu'il a eu avec Kazan, puisque effectivement, Bob Moran est dans l'hôtel qu'il a fréquenté un an plus tôt.
il va se rendre voir un match de hockey. Effectivement, c'est quelque chose Au d'assez restaurant, il dîne au 400, le restaurant. effectivement, altitude, oui, tout à fait. Oui, Donc, donc, je me suis imprégné de son voyage et je me suis dit, mais finalement, Bob Moran, c'est effectivement Henri Verne. oui. Oui, c'est ça. Et le souvenir que j'ai de Terreur à Manicouagan, quand moi j'étais assez jeune quand il est sorti, il était un petit peu moins accessible que d'autres Bob Moran. Il y avait une plus grande complexité que d'autres Bob Moran. Et c'était un livre que j'ai pu apprécier un peu plus tard quand je l'ai relu. Bon, c'est peut-être une question en tout cas de vieux souvenirs perdus, mais je trouvais qu'il y avait comme, en tout cas, une approche un peu différente. D'ailleurs, une autre aventure qui se passe au Canada, qui est le loup du Labrador, je crois. Effectivement. C'est un Oui. peu la même chose. C'est comme si les grands étendues de froid amenaient Henri Verne à traiter différemment son texte. Euh, Bob Moran, c'est aussi. Bob Moran, c'est 140. Henri Verne a écrit, je pense, 143 Bob Moran. Bob Moran, aujourd'hui, bon, c'est quoi qu'il y a eu la suite de Bob Moran, au-delà de la chanson d'Indochine, là, il reste quoi de Bob Moran aujourd'hui? Mais donc effectivement, donc il y a grosso modo 140, 141, 142, 143, disons, aventure Bob Moran dans Marabout. Mais effectivement, donc Marabout, c'est quand même une maison d'édition qui existe peut-être toujours, mais qui n'est plus cette maison mythique, la maison mère de Verviers, qui dès la fin, qui dès, la, qui dès le milieu des années 70 bien, périclite et donc sera acheté quelques années plus tard par le groupe Hachette. Mais donc, on aura une nouvelle série une nouvelle série Bob Moran chez Hachette dans la Bibliothèque Verte. Puis nous aurons effectivement Bob Moran aux Champs-Élysées, puis Bob Moran chez Fleuve Noir. Et ensuite, eh bien, effectivement, d'autres Bob Moran vont paraître notamment chez Ananke, encore et toujours. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un certain nombre d'auteurs qui écrivent à la manière d'Henri Verne des Bob Moran. Mais je veux dire, c'est évidemment une autre aventure. C'est clair que je reste assez fan des livres écrits par notre ami Henri Verne, qui, entre parenthèses, vit toujours. Il a 102 ans aujourd'hui, depuis quelques mois. Est-ce que vous le rencontrez, vous l'avez rencontré souvent, Henri Verne? Oui, eh bien, effectivement, donc comme vous l'avez vu, eh bien, il y a donc l'ouvrage est préfacé par Henri Verne. Donc c'est une préface qui, lorsqu'il avait déjà un peu plus de 100 ans. Nous nous croisons encore quelques fois. Bon, effectivement, on se téléphone souvent. Alors, il a vraiment le plaisir, disons, de nos discussions sur le Québec. C'est incroyable comme il a de bons souvenirs du Québec, de comment il a été accueilli. Il se souvient même du prénom de la réceptionniste de l'hôtel à Montréal, par exemple. Vous imaginez, hein. Donc, il adore parler de ses aventures québécoises. Ouais. Et c'est ça, il avait été reçu, comme vous le disiez tantôt, hein, comme une star. Je me suis amusé juste à. D'ailleurs, vous faites l'énumération dans Oui. votre livre, un jour par jour, hein, toutes les activités auxquelles il a participé, des activités médiatiques. Bon, des rencontres avec des politiciens, des rencontres avec le PDG d'Hydro-Québec, avec des vedettes de hockey, entre autres. Il assiste à des matchs de hockey. Bon, puis après ça, il se rend un peu partout. Hein. Il s'est rendu dans les Laurentides, Manic 5, Manic 2, mais également Montréal, Québec, Ottawa. Je me disais, je regardais juste son horaire au moment qu'il est arrivé à Dorval, qu'il a atterri à Dorval.
à ce moment-là, je pense que ça prenait environ 9 ou 10 heures traverser l'Atlantique en avion et on lui a fait faire une journée de fou. Là. Il était en décalage horaire. En tout cas, là, en tout cas, on l'a pas, on l'a pas, ça n'a pas été économique pour lui là, les premières journées. Il a dû dépenser beaucoup d'énergie, mais je pense qu'il ne s'est jamais plaint de la chose. Il a été reçu, je sentais qu'il a été reçu comme Charles de Gaulle serait reçu quelques années plus tard au Québec, à peu près. Oui, non, c'est en fait quand j'ai lu effectivement son fameux calvaire, je dirais presque, parce que c'est inimaginable de faire un tel train d'enfer, puisque c'était jour après jour. Et effectivement, par exemple, n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était quand même encore le mois de mars. J'ai lu, et ça je l'ai peut-être pas écrit dans l'ouvrage, mais lorsqu'il a quitté Montréal pour se rendre à Québec, eh bien, il neigeait et il a dû s'arrêter quelque temps à Trois-Rivières d'ailleurs. Oui, j'ai lu ça, c'est ça. Euh, je trouve ça intéressant dans votre livre. Vous terminez votre livre avec des témoignages de personnes qui ont aimé Bob Moran, entre autres. Puis, il y avait une personne qui a en tout cas, un souvenir pour plusieurs Québécois de mon âge, peut-être, à l'émission Tous pour un, qui était une émission très populaire dans les années 70. C'était Jacques Fauteux qui l'animait à ce moment-là. Et il avait eu le concours Bob Moran. Et vous avez le témoignage là, du jeune, jeune aujourd'hui, il est plus jeune, mais Pierre Rouillard, qui avait relevé le défi et puis qui avait réussi à répondre à toutes les questions, sauf une. Heureusement, il avait été sauvé par le public parce que c'était une émission qu'on pouvait être sauvé par l'appel du public quand on ratait une question. Et ce qui fait que j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir lire le témoignage de Pierre Rouillard. Et ce qui est intéressant, c'est que lui également n'a pas perdu le plaisir de lire un Bob Moran. Il s'est remis à lire les Bob Moran, puis il n'a pas perdu, en tout cas, le personnage n'a pas perdu de sa force, en tout cas du plaisir de pouvoir le lire. Je voudrais terminer l'entretien par vous êtes un lecteur de Bob Moran également? Mais oui, enfin, je veux dire que en fonction de mon âge, moi j'ai lu Bob Moran effectivement quand je devais peut-être avoir 12 ans, donc j'ai lu tous les Bob Moran que m'avait donné mon oncle. Mais c'est vrai que moi j'ai lu les Bob Moran quand donc durant les années entre 70 et 75. Mais ça c'est peut-être différent d'un jeune des années 50 qui n'avait que Bob Moran. Dans les années 70, peu à peu, nous avons plus de loisirs, nous avons d'autres lectures. Donc c'est évident que j'ai été bercé par Bob Moran peut-être durant quelques années, puis effectivement, je suis allé vers d'autres lectures. Aujourd'hui, effectivement, j'ai repris plaisir à lire des Bob Moran depuis quelques années, compte tenu de cette recherche que j'effectue sur Marabout, Bob Moran, etc., évidemment. Mais je crois que c'est intéressant de se dire que durant les années 50, les jeunes n'avaient peut-être pas tous la télévision. Quels étaient leurs seuls loisirs? Eh bien, c'était le mercredi, attendre soit Tintin, soit Spirou, soit Bob Moran, soit aller au football, ou bien faire soccer, ou bien hockey chez vous. Donc effectivement, les jeunes des années 50 ont vraiment eu cette soif de Bob Moran, et c'est ainsi que il existe aujourd'hui des clubs Henri Verne, des clubs Bob Moran au Québec, en Belgique, qui se rencontrent. Et donc, je veux dire, ce sont bien évidemment des gens qui aujourd'hui ont quand même 70, 80 ans. Donc ça, c'est vraiment la France des personnes qui ont vraiment eu comme héros c'est donc le Bob Moran. Donc je veux dire que quelqu'un qui est né comme moi, moi je suis né en 62,
eh bien, c'est clair qu'on a eu d'autres héros. Euh, et donc, je veux dire que euh, on, on a été un peu moins marqué que ces personnes qui, dès 53, ont pu découvrir ce héros qui va leur tracer un chemin. Monsieur Helmans, merci beaucoup. Je rappelle aux gens que, bon, vous êtes en Belgique, donc je ne peux pas vous dire bonne matinée, mais plutôt bonne fin d'après-midi, parce que avec les 6 heures de décalage, vous êtes déjà en fin d'après-midi. Euh, je rappelle quand même aux gens qui nous écoutent qu'il y a l'exposition Bob Moran qui a lieu actuellement à la librairie Poirier à Shawinigan sur la 5e rue. Donc, et ça jusqu'au 31 mars. C'est une exposition à visiter. C'est très accessible, c'est très intéressant. En tout cas, et ça rappelle de bons souvenirs pour ceux qui ont lu Bob Moran. Également, je rappelle que votre livre, les éditions Marabout, Bob Moran et Le Québec, paru chez Septentrion, est disponible soit sur la plateforme du Salon du Livre ou dans toutes les bonnes librairies. Puis, écoutez, M. Helmans, je vous souhaite un bon printemps du côté de la Belgique. Puis, en espérant que vous puissiez, qu'on puisse un jour avoir un salon du livre en présentiel et que vous puissiez peut-être nous visiter à Trois-Rivières. Donc, merci beaucoup et au revoir. Un très grand merci, Monsieur Nolin, et au plaisir de vous rencontrer à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Au revoir.